Bonjour à tous. Après les attentats du Bataclan, il y a un post Facebook qui est publié. Le post, c'est celui d'Antoine Léiris qui publie un post pour sa femme décédée lors des attentats. C'est une lettre qui s'adresse aux terroristes où il explique que lui et son bébé, dont la mère a été tuée, ne feront pas ce cadeau de vous haïr. Donc évidemment, il s'adresse aux terroristes. Le post est partagé des centaines de fois, voire des milliers de fois, et va être adapté en livre un an plus tard, avant de devenir un film communément reconnu comme un étron intergalactique en 2022. Et ça va désormais accompagner chaque attentat, chaque meurtre sauvage ou acte de barbarie. Vous n'aurez pas ma haine. Alors moi, dans cette vidéo, j'ai essayé de tout balayer. C'est quoi la haine, concrètement? Pourquoi la haine? Qu'est-ce que la haine dit de nous? Et surtout, qu'est-ce que son absence dit de nos sociétés? Je vous préviens juste pour cette vidéo, parfois je serai un peu volontairement provocateur, mais c'est pour que vous compreniez bien mon point et où est-ce que je veux en venir. Je vous le dis aussi, c'est sans doute la vidéo qui m'a demandé le plus de recherche, le plus d'investigation. Peut-être qu'elle ne fera pas le même nombre de vues que d'habitude, parce que c'est évidemment pas un sujet buzz, comme disent les boomers, mais je vous le dis, cette vidéo est la vidéo la plus importante de ma chaîne. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. C'est hyper important pour le référencement. Vous n'aurez pas ma haine. Vraiment? C'est parti. Alors, la vidéo du jour, elle est sponsorisée par Idéochoc. Et si vous ne connaissez pas Idéochoc, sachez qu'Idéochoc vous connaît, je plaisante. Sachez qu'Idéochoc pourrait changer votre quotidien. Comme moi, vous êtes très souvent occupé à être triste, en vadrouille à droite à gauche, au travail, etc. Et vous n'avez peut-être plus le temps de lire des livres qui sont nécessaires, j'ai envie de dire vitaux à notre culture générale ou plus généralement à notre combat politique et idéologique. Ou encore, il y a des livres que vous avez déjà lu quand vous étiez petit, mais bon, bref, on a un peu oublié le contenu, on ne sait plus très bien, j'ai envie de dire, classic shit en 2K24. Eh bien, Idéochoc est justement fait pour ça. Sur une plateforme dédiée, chaque semaine, vous découvrez des podcasts qui résument un livre à son idée essentielle. Des livres d'histoire, des livres de philosophie, des livres de politique, etc. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur Idéochoc. C'est l'outil idéal pour tous les jeunes qui désirent se former et se former rapidement. Par exemple, moi, vous le savez puisque j'en parle très souvent sur cette chaîne, j'aime bien Machiavel. Et grâce à Idéochoc, j'ai pu me replonger dans le Prince de Machiavel et en 25 minutes à tout casser. J'ai eu un tour d'horizon de ce que disait Machiavel dans ce bouquin. C'est l'avantage d'Idéochoc, chaque podcast dure maximum 25 minutes et vous permet d'avoir un rapide aperçu objectif sur la pensée d'un auteur. Et chaque semaine en plus, vous découvrez de nouveaux livres. Le catalogue grossit sans cesse, comme moi. Et ça, c'est top. Idéochoc, c'est quelque part une contre-école, une plateforme de formation pour développer des arguments contre la bien-pensance, parce qu'il faut dire les termes. Abonnez-vous dès maintenant à Idéochoc pour 8 € par mois. C'est pas grand-chose. 8 € par mois pour 4 podcasts mensuels et déjà 40 titres disponibles. Ça vaut vraiment le coup. C'est mieux que Netflix, clairement. En plus, avec le code Georges, vous profitez de 10% de réduction. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, et ça peut arriver, vous pouvez essayer la plateforme pendant 14 jours avant de demander un remboursement. Merci à Idéochoc d'avoir sponsorisé la vidéo. Et nous, on continue ce qu'on disait. Pour bien saisir la folie de la phrase « vous n'aurez pas ma haine », il faut analyser les termes du sujet. Évidemment, le « vous » dans « vous n'aurez pas ma haine » s'adresse à l'origine aux terroristes, mais ça va très vite englober tout ce que la France a d'ennemis. Ensuite, vous n'aurez, donc une affirmation de souveraineté et de contrôle. Je choisis tout seul pour refuser de vous donner ma haine. Donc la personnalisation via le pronom possessif d'une émotion intense. Et en fait, quand je parlerai dans cette vidéo de haine, je la comprends comme la détestation, comme la colère, comme une émotion intense qui provient de nous. Vous n'aurez pas ma haine, ça veut dire vous n'aurez pas ma détestation, vous n'aurez pas ma colère, vous n'aurez pas ce sentiment intense et primaire que j'ai en moi. Je ne vous détesterai pas. Et là, vous vous dites, l'enculé de base qui fait une explication de texte. Alors non, c'est plus profond que ça. C'est quoi la haine, en fait ?
La haine, c'est une émotion intense que l'on définit comme un ressentiment profond et une aversion envers une personne, un groupe, une idée ou une situation. Elle a un rôle précis dans la psychologie évolutionniste. Elle va encourager la survie de l'espèce en la forçant à se défendre contre des menaces perçues et en favorisant la cohésion du groupe puisqu'on travaille sur nos liens qui nous unissent contre un ennemi commun. Et la détestation peut évidemment avoir un effet dissuasif pour les agresseurs potentiels, à savoir je ne m'attaque pas à ce groupe-là parce que je sais qu'ils pourront en retour m'adresser leur haine qui s'incarnera dans une violence physique que je pourrais très bien subir. La haine ou le ressentiment active des régions du cerveau très précises, le cortex préfrontal impliqué dans le jugement et dans la prise de décision, l'amygdale, donc associée aux réponses émotionnelles comme la peur ou la colère, et évidemment le cortex singulaire antérieur lié à la perception de la douleur. Si je vous fais ces petites précisions, c'est pour que vous compreniez bien deux choses. 1. Le ressentiment et la détestation sont des sentiments naturels. Ils sont naturels et surtout ils sont essentiels à notre survie puisqu'ils ont été sélectionnés par notre biologie au cours de l'évolution humaine. Et deuxième élément, ces sentiments ne sont pas immoraux en soi. Je vous rappelle la distinction entre en soi et pour soi. Avec un exemple, un viol, c'est moralement condamnable, tout le temps et partout. Peu importe les circonstances, le viol, c'est mal. On peut dire que le viol est mauvais en soi. Tout comme le meurtre d'innocents, c'est mauvais en soi. Tout le temps, à toute époque et dans n'importe quel contexte, il est mauvais, il est mal de tuer des innocents. Par contre, la violence n'est pas mauvaise en soi. L'agressivité n'est pas mauvaise en soi. Ça va dépendre des situations. Si je vois une grand-mère et que je la tabasse, c'est mauvais. Si je vois une tentative de viol sur un enfant, j'interviens pour éteindre physiquement le violeur. Je fais un usage moralement bon de la violence et moralement bon de mon agressivité. Je vous dis ça pour que vous compreniez que la colère et l'agressivité ne sont pas condamnables intrinsèquement. Ça va toujours dépendre du contexte. Et c'est pareil pour la haine, pareil pour la détestation et pareil pour la colère. Ça dépend du contexte. Depuis Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, on sait que la haine, pour être saine, doit être gérée par la raison. Plus tard, philosophe Baruch Spinoza considérera que la haine est un obstacle à la compréhension rationnelle si elle n'est pas contrôlée par notre conscience. Si je vois une femme se faire violer devant moi, je vais ressentir au fond de moi-même une profonde haine. Une haine d'injustice de la situation et surtout une haine pour le violeur qui devrait me forcer à agir pour empêcher cette injustice. Et là, dans ce cas, le violeur a ma haine puisque c'est cette haine de l'injustice qui me pousse à l'action. Et c'est ce que le spécialiste Robert Solomon, dans son livre Emotion and Meaning of Life, il en parlait très bien, puisqu'il disait, je cite, « L'indignation morale qui peut comprendre la haine envers les individus ou des systèmes injustes peut pousser les gens à lutter pour des changements positifs et justes. » Et au niveau personnel, comme au niveau du groupe, la haine est dépendant d'une action extérieure. L'autre agit, il produit une action, donc un stimulus externe, que j'interprète comme une menace pour ce que je suis, à tort ou à raison, et ça entraîne une suite d'émotions dépendant de l'action qui a été produite. Donc, réaction émotionnelle plus ou moins forte, en fonction de ce qui est perçu comme une menace. Donc on a vu que d'un point de vue personnel, la haine et la détestation sont des réactions normales à ce qu'on perçoit comme une injustice ou comme une menace. Mais alors, à grande échelle, c'est quoi le rôle de la détestation, c'est quoi le rôle de la haine, de la colère dans nos sociétés? Et même, est-ce qu'elles ont un rôle dans nos sociétés? Et en fait, plus précisément, que va faire une société vis-à-vis de sentiments biologiquement innés comme le ressentiment, la colère ou la haine? À quoi elle va servir cette société-là? Eh bien, elle va avoir le rôle qu'Aristote ou Spinoza entendaient par la raison, à savoir elle va canaliser ses pulsions humaines via des institutions et en premier lieu l'État. Dans le Léviathan, Thomas Hobbes montre que l'État est en fait une catharsis des pulsions destructrices de l'homme. Imaginons que ma fille se fasse tuer dans la rue, dans un état de nature sans institution. Je vais évidemment avoir la haine contre l'homme qui a commis l'acte. Et cette haine va biologiquement m'amener à penser et à construire un plan pour réparer une injustice, à savoir utiliser les couilles du tueur de ma fille comme pendentif. Et tu te doutes bien qu'à l'échelle de l'humanité, ce système n'est pas tenable.
Donc on crée des institutions. Et c'est très important, on ne crée pas des institutions pour annihiler, pour retirer les émotions biologiquement innées des hommes, on crée des institutions pour rediriger cette haine vers la justice. Qu'on se comprenne, hein. Il ne s'agit pas de détester la justice, évidemment, vous l'aurez compris, mais il s'agit d'utiliser la justice comme un moyen de canaliser cette haine légitime. Parce qu'il est tout à fait légitime d'avoir la haine de l'injustice ou de détester ce qui nous menace. Et si on regarde bien, toutes les sociétés, des plus primitives aux plus évoluées, ont toutes construit leur justice comme ça. Dans l'ancienne Mésopotamie, le code d'Hammurabi, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, le code d'Hammurabi, donc on est sur un truc qui date de moins 1754, il avait inscrit le principe du lex talionis, donc le fameux œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, qui va légaliser la vengeance proportionnelle. Vous connaissez le code de Hammurabi? La peine est proportionnelle au crime, œil pour œil. Et encore une fois, via ce système, on canalise une détestation pour rendre une société vivable. L'anthropologue René Girard, dans son ouvrage de référence La violence et le sacré, explique que les premières civilisations vont très vite devoir absorber ces pulsions de haine et de violence et les rediriger vers quelque chose de sacré. C'est ce qu'il appelle les mécanismes de canalisation. Plus tard, les sacrifices vont disparaître, mais seront remplacés par la justice. Donc penser que la haine ne devrait pas exister, ou que la haine est mauvaise en soi, c'est un non-sens historique, c'est un non-sens, j'ai même envie de dire, c'est un non-sens anthropologique. La haine existe, puisqu'elle fait partie de notre biologie, et l'histoire des hommes, c'est justement l'histoire d'une canalisation de cette haine dans une société apaisée. Pour reprendre Freud, que je critiquerai plus tard, mais pour reprendre Freud dans cet exemple très précis, nos sociétés, c'est finalement l'organisation des pulsions humaines. Organisation, voire même moteur, si on reprend la théorie de Turner et Stitt, qui montre que les émotions puissantes comme la haine et comme la colère vont motiver les individus à chercher et à trouver des moyens légaux pour réparer des injustices. Et selon moi, on doit aller plus loin. Alors attention, hein, ce que je vais dire là, c'est mon point de vue, évidemment. Vous êtes libre d'être d'accord ou non avec ce que je vais dire. En soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, dans certaines situations, et typiquement, je reprends l'exemple de « Vous n'aurez pas ma haine », dans quel contexte il a été écrit, dans certaines situations, avoir la haine, ressentir de la colère ou de la détestation, c'est pas normal. C'est sain. Ces réactions sont saines. C'est sain de détester ce qui détruit ce que nous sommes. Marin Daly et Margot Wilson ont démontré que la haine est une réaction évolutive à des menaces perçues. La haine et la colère sont des mécanismes de défense. Et c'est un double processus qui est très important. On sait ce que l'on est et on sait ce qui nous menace. Et du coup, on déteste ce qui nous menace pour protéger ce que l'on est. On reviendra sur ce point de ce que l'on est, parce que si on ne sait plus qui nous sommes, si on ne sait plus ce qu'on est, voire pire, si on cherche à tuer ce que l'on est, il n'y a aucune raison valable de détester ce qui nous menace, puisqu'il menace quelque chose que nous ne voulons plus défendre. Je fais juste une rapide distinction entre plusieurs concepts que j'ai abordés à l'instant, la haine, la vengeance et la justice. La haine, c'est une émotion intense motivée par la peur, un sentiment de menace ou une expérience de douleur très intense. La vengeance, c'est un acte très concret qui vise à infliger à l'autre une douleur équivalente, voire une douleur supérieure, à un tort qu'on a subi ou qu'un de nos proches a subi. Et la justice, c'est l'application de règles et de lois qui garantissent l'ordre social. La justice est évidemment liée à la vengeance, à la différence près que quelqu'un qui se venge est sous sa propre loi, que la justice, c'est des lois pour tous et tout le temps. C'est pour ça que dès lors qu'on a codifié ce qu'on appelle la vendetta dans certains pays, c'est devenu une forme de justice. Donc pour résumer, la haine au niveau individuel n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. C'est comme ça. Le rôle de la société, et a fortiori le rôle de la justice, c'est justement de canaliser cette haine, de catalyser ce sentiment pour ensuite apaiser le corps social. En tout cas, c'est mon avis. Mais attention, le rôle de l'État n'est pas d'annuler ou de faire disparaître la haine ou la colère. C'est de donner quelque part à ces sentiments une expression, c'est de donner un sens à ces sentiments. Si les impôts existent et accessoirement nous enculent, c'est qu'à un moment donné, des gens ont détesté l'inégalité économique et ont voulu agir contre cette inégalité.
tout ce qui émane de l'État est le produit d'une détestation ou d'une aversion. Mais alors pourquoi c'est mal vu aujourd'hui la haine? Comme je vous l'ai dit, c'est, je pense, dû à une mauvaise compréhension de certains concepts et de certains auteurs, notamment de la philosophie, puisque les philosophes grecs et les philosophes romains ont critiqué la haine dans la mesure où la haine était irrationnelle, donc elle nuisait à, je cite les philosophes, elle nuisait à l'harmonie de l'âme. Ensuite, la doctrine chrétienne qui a prôné l'amour et le pardon comme vertu suprême, en prenant Jésus et son amour du prochain, a beaucoup joué dans cette mauvaise perception de la haine, puisqu'on rappelle, évidemment, comme l'enseigne la Sainte Évangile selon Matthieu, qu'il faut aimer tout le monde, notamment ses ennemis. Et enfin, plus récemment, même si c'était il y a un paquet d'années, les penseurs des Lumières autoproclamées ont prôné la tolérance et la raison, pour Locke et Voltaire, au détriment de la haine qui était perçue à l'époque comme destructrice. On peut aussi rajouter le philosophe Emmanuel Lévinas, qui ressemble d'ailleurs beaucoup trop à un professeur de français sous Giscard d'Estaing, pour qui la haine va à l'encontre d'une relation éthique où on reconnaît et où on respecte l'autre. Évidemment, le coup fatal, c'est Freud qui nous dit que la haine est liée à la pulsion de mort, qu'il appelle thanatos, opposée à Eros ou à l'éros, soit à la pulsion de vie. Donc là, évidemment, quand tu as un 11 de légende comme ça qui discrédite un propos ou un sentiment, tu t'en relèves pas. Et oui, mais non. Oui, mais non, et on va déconstruire point par point. Déjà, Aristote, dans Rhétorique, note qu'une haine et une colère est justifiée et moralement appropriée lorsqu'elle est dirigée contre une injustice réelle. Donc il ne condamne pas a priori la haine, mais il la condamne lorsqu'elle est immorale et irraisonnée. Et il invente même le concept de orge ou orgue, je sais pas, pour qualifier cette haine et cette colère morale. Il va plus loin, il dit que le vrai péché n'est pas la colère ou la haine face à une injustice, mais c'est l'indifférence. Être indifférent face à l'injustice, c'est plus grave qu'avoir la haine contre l'injustice. Et pour le christianisme, quelque part c'est un peu pareil. Dans la théologie chrétienne, saint Thomas d'Aquin parle d'une colère juste ou d'une ira justa. Donc cette colère est en fait une réaction appropriée face à l'expression du mal ou face à l'expression de l'injustice. Je cite saint Thomas le taquin qui nous a pondu une somme théologique à lire uniquement sous coke, sinon c'est le sommeil paradoxal assuré, donc je le cite. Se mettre en colère n'est pas toujours un mal. Il dit ça lui. Et il va plus loin. Pour lui, celui qui ne se met pas en colère quand il a une juste cause de le faire commet un péché parce que la patience déraisonnable sème les vices, entretient la négligence et encourage les bons, mais surtout les mauvais, à mal agir. Et même le Dalai Lama, donc pas un champion de combat à main nue, nous a dit, je cite, « La colère peut être une source de motivation, un catalyseur pour lutter contre les injustices, si et seulement si elle est canalisée et utilisée de manière constructive. » Pareil, Martin Luther King, « I have a dream », depuis la prison de Birmingham, il écrit « La colère contre les injustices stimule les actions nécessaires pour transformer une société. » J'en finis avec une citation de Martin Blais, qui a fait une analyse du rapport qu'entretiennent saint Thomas d'Aquin et Sénèque à la violence et à la colère. C'est pourquoi toute vengeance légitime implique un certain jugement portant sur le juste et l'injuste. Toute vengeance doit mesurer l'injustice de l'offense, comme dit Sénèque, quand il parle du deuxième mouvement de la colère, puis infliger un châtiment proportionné. Là, vous allez me dire, oui, mais attends, Georges, tu nous casses les couilles avec tes auteurs et tout, t'es chiant, va te faire enculer. Et non. En fait, c'est parce que la haine et la colère sont mal perçues dans nos sociétés, parce qu'elles sont mal comprises, et qu'on utilise des auteurs ou une pensée chrétienne qui n'ont d'ailleurs jamais véritablement condamné ces sentiments primaires dès lors qu'ils avaient un motif moral et juste. Et je vais rajouter quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dans le slogan « Vous n'aurez pas ma haine » et plus généralement dans le concept de haine, encore une fois, j'entends haine, tout ce qu'on peut mettre derrière le mot, la colère, la détestation, bref, je me répète un peu, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, le plus important dans la haine, c'est soi. Je m'explique. La haine, le ressentiment, la colère, la détestation, elle dépend de soi. Elle dépend de soi parce qu'on ressent de la haine et de la colère contre quelque chose qui nous menace. Donc, pour qu'il y ait de la haine et de la colère, il faut avoir conscience de sa propre identité. Il faut donc avoir une bonne estime de soi. Donc une estime de soi juste et équilibrée. Quelqu'un qui a une trop grande estime de lui-même va percevoir
toute interaction avec l'autre comme une menace. Il deviendra fondamentalement haineux. Mais à l'inverse, quelqu'un qui doute de lui-même, quelqu'un qui n'a pas d'amour propre, va tolérer des comportements abusifs et injustes sans haine. Ça va être une victime. Ça va être toujours de sa faute, ça va être sa responsabilité. Un peu comme une femme battue qui dirait « Ouais, mais en même temps, le steak n'était pas assez cuit ». C'est parce qu'elle a une très faible estime d'elle-même, parce qu'on lui a répété depuis très longtemps que c'était une merde, qu'elle accepte sans haine qu'on lui marche dessus. Maintenant, si on change d'échelle et qu'on passe à l'échelle de la société, on comprend tout. Dans une société où on nous répète que notre pays et notre civilisation sont racistes, xénophobes, misogynes et tout ce que vous voulez, T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. ça va contribuer à abaisser l'estime de soi générale des Français. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur les origines, mais cette musique comme quoi notre pays, la France, c'est de la merde et qu'il devrait disparaître, est pas sans conséquence pour les individus qui habitent ce pays et a fortiori pour les individus qui se revendiquent français. Les Français ont intégré qu'ils étaient racistes, xénophobes, sexistes et misogynes. Et là, vous me voyez venir. Tout à l'heure, je vous ai dit que la haine était une réaction primaire de défense d'un individu ou d'un groupe face à une menace. Si on ne perçoit pas des terroristes comme une menace, c'est parce qu'on veut disparaître. Les Français ont été conditionnés à avoir une estime de soi tellement basse qu'ils sont incapables de ressentir de la haine face à ceux qui les menacent et ceux qui les menacent très directement. Parce que le slogan « Vous n'aurez pas ma haine », c'est le slogan d'un père qui a perdu sa femme et qui a laissé un enfant en bas âge vivre sans mère. C'est dans cette situation que le père dit « Vous n'aurez pas ma haine ». En présentant la France comme moralement mauvaise, raciste, misogyne, xénophobe et tout ce que vous voulez, on est en train de détruire notre identité collective, on est en train de détruire ce qui fait qu'on est fier d'être français. En philosophie, Henri Bergson parlait d'un élan vital pour définir la force dynamique qui pousse les êtres vivants à survivre et à évoluer. Lorsqu'une société se dévalorise, elle entrave cet élan vital puisque ce qu'on devait conserver n'en vaut plus la peine. Des individus qui sont exposés à une dévalorisation permanente de leur groupe vont naturellement internaliser ces messages et ne seront plus capables de développer des anticorps, ou on dira des vaccins, contre les défis et contre les agressions extérieures. Et la détestation de l'ennemi est une traduction de la vitalité d'un peuple et d'une nation. Parce que si on déteste, c'est parce qu'on se sent menacé. Si on est menacé, c'est qu'on est conscient de ce qu'on doit protéger. Je rajouterais une chose encore très importante, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. En psychologie, il y a un processus qui s'appelle la rationalisation. En gros, c'est un mécanisme de défense de l'individu qui va chercher à trouver des raisons logiques ou acceptables à une situation qui est en réalité complètement irrationnelle. Et là, je vais vous parler d'une histoire, une histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiant, quand j'étais en prépa. En gros, je faisais la queue pour aller dans une grande bibliothèque, une queue assez grande, donc évidemment très chiant comme situation. Et devant moi, il y avait un père de famille avec ses 2 gamins. C'était genre le bobo de base avec un chapeau de trio. Donc notre place dans la queue pour la bibliothèque, elle vaut de l'or. On la laisse pas à n'importe qui. Et là, il y a 2 blédards qui arrivent et qui grugent littéralement tout le monde et qui se mettent devant le daron bobo et devant ses 2 gamins. Objectivement, le daron s'est fait carotter par ces 2 blédards dans une situation que toute la queue a observée. Nous, on est là depuis 1 heure, les blédards sont arrivés il y a 2 minutes, et eux, ils ne feront pas la queue de 1 heure. Donc, situation d'injustice. Pourquoi on devrait faire la queue et pas eux? Et là, il se passe un truc de fou furieux. Le daron, au lieu de dire « Eh, mais c'est chiant, faites la queue comme tout le monde », il va leur dire « Allez, passez, je dirai rien ». Genre, c'est ce daron qui a choisi de les faire doubler tout le monde, alors qu'en réalité, il subit cette situation comme tous ceux qui sont dans la queue. Il va essayer de mettre un vernis de choix, un vernis de souveraineté sur une situation qu'on lui a imposée de l'extérieur. Genre, oui, mais c'est moi qui choisis de les faire passer devant. Non mec, les 2 blédards t'ont pas laissé le choix. C'était ou tu les laisses passer, ou tu dis quelque chose et tu te fais balayer ta grand-mère devant tes 2 enfants. Et bah c'est ça la rationalisation. Et selon moi, le slogan « Vous n'aurez pas ma haine », il fait intervenir ces mêmes procédés. Ces gens qui disent « Vous n'aurez pas ma haine » face à des terroristes, face à ceux qui les tuent, ils pensent qu'ils font le choix souverain, le choix rationnel entre la haine et l'absence de haine. Et ça leur donnerait un côté très humainement supérieur. Mais c'est une illusion. C'est pas que ces gens-là n'accordent pas leur haine aux terroristes, c'est qu'ils sont incapables de ressentir de la haine
pour le terrorisme. Ils sont incapables de ressentir de la haine ou n'importe quelle émotion humaine de préservation puisqu'ils ne savent même plus qui ils sont. Ou ils savent qui ils sont et ils se détestent. L'individu qui ne ressent pas de haine ou de détestation pour celui qui veut le tuer veut disparaître. C'est tout. Il y a quelque temps, je vous avais dit que tout en France peut être analysé sous le spectre du suicide collectif et donc de la fin de l'instinct de conservation. C'était dans une de mes revues d'actualité il y a un peu moins d'un an. Donc là, on a vu que ceux qui n'ont pas de détestation pour ceux qui veulent les tuer sont des gens qui sont suicidaires. Alors de là, on pourrait se dire « Oh, mais ils sont vraiment incroyables ces gens, quelle puissance morale de ne pas détester, ils ressentent même pas de haine pour la terreur, c'est génial, vous êtes vraiment des envoyés du Christ. » Non, ce sont des gens qui veulent disparaître. Mais on va aller plus loin, on va donner quelques exemples. On va prendre l'exemple de l'immigration depuis certains pays. Un enfant de 4 ans comprendrait très bien qu'il est impossible pour un Français de vivre avec des Afghans qui décapitent des apostats, qui lapident des femmes, qui torturent des homosexuels, enfin bref. On comprend l'opposition qu'il y a entre nos deux modes de vie. Ceux qui veulent accueillir les Afghans sont suicidaires et veulent disparaître. Et c'est pareil, ils habillent leur volonté de disparition par un vernis humaniste, un vernis droit de l'homiste, mais personne n'est dupe les gars. Vous êtes dans un processus de suicide collectif. Dans ce contexte-là, ne pas vouloir d'enfants et donc accepter de se faire grand remplacer par une autre population qui en fait des enfants, c'est du suicide collectif. Vous habillez ça avec de l'écologie, de la préservation, mais c'est du suicide collectif en termes d'anthropologie, je veux dire en termes de sauvegarde de notre civilisation. Le suicide collectif, ça va plus loin que ne pas ressentir de la haine contre l'ennemi objectif. Le suicide collectif, c'est vouloir accueillir l'ennemi. Et ce slogan « Vous n'aurez pas ma haine » s'inscrit dans un triple suicide collectif. Le premier suicide, je vous l'ai dit, c'est ne pas ressentir de haine et donc ne pas se protéger contre des gens qui nous menacent. C'est accueillir ceux qui nous menacent et c'est surtout vouloir tuer ceux qui pourraient nous défendre. Ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était après n'importe quel attentat, tous les Français nous disaient « Oui, vous n'aurez pas ma haine ». Donc ceux qui nous tuent pour ce que nous sommes n'auront pas notre haine. D'accord ? Mais dans chaque manifestation de gauchistes qui suivaient les attentats, on redécouvrait la haine à travers la haine anti-flic ou la haine anti-facho. La seule haine ou la seule détestation qu'on s'accorde à nous-mêmes, c'est pas envers ceux qui nous menacent, mais c'est envers ceux qui nous protègent. Crier un flic, un facho, une balle dans une manifestation, c'est vouloir tuer les seuls remèdes dont notre société dispose pour nous protéger, à savoir ceux qui nous protègent physiquement, la police, et ceux qui nous protègent de la disparition en alimentant un récit collectif positif qui nous interdit de vouloir disparaître. Oui, la France doit être défendue parce que oui, la France est grande et parce que oui, la France est puissante. Et parce que oui, la France est belle. Donc c'est un discours qu'on attribue en général aux fachos en France. Mais ce discours-là, il est très responsabilisant en fait. On n'a pas le droit de vouloir disparaître ou d'entrer dans un processus de suicide collectif quand on sait d'où l'on vient, quand on connaît les sacrifices qui ont été faits pour que l'on soit français aujourd'hui. Et ça, entendre ça, c'est insupportable pour quelqu'un qui est dans un processus de disparition. Parce que soudainement, sa disparition n'a plus aucune légitimité. Et je vais peut-être vous choquer ou être un peu provoquant, mais une communauté ou une société qui ne déteste plus n'est pas une société qui est apaisée. C'est une société qui est en train de mourir. La détestation et la colère sont des émotions fortes qui se basent sur l'instinct de préservation le plus primaire, puisque la détestation entraîne la protection. On déteste l'ennemi et on déteste le danger provenant de l'ennemi. Du coup, on se protège du danger provenant de l'ennemi parce qu'on sait qui nous sommes. C'est une composante essentielle de la vitalité d'un peuple. Évidemment, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais sans ça, sans cet instinct de préservation qui nous amène à détester le danger, on meurt. C'est tout. Si on n'est pas en colère et qu'on ne ressent pas de la haine lorsqu'on nous attaque, c'est qu'on a renoncé à vivre et ce depuis bien longtemps. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette très longue vidéo. J'ai fait énormément de recherches en biologie, en philosophie, un peu en théologie pour écrire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse 5 secondes pour le faire, c'est vraiment important. Regardez le taf que je fournis pour vous, putain. Merci à tous. N'entrons pas, nous, les gens qui aiment notre pays, dans un processus de disparition. Soyons heureux, soyons optimistes. On va sauver ce pays, je vous le garantis. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on se retrouvera tous ensemble, on fera un putain de banquet parce qu'on aura sauvé la putain de grandeur de la France. Prenez soin de vous et de vos proches, vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!